Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez un nouveau numéro de l'émission Quoi de neuf en histoire. Je suis Hassan Moubarak et je reçois dans cette émission des historiennes et des historiens à l'occasion de la sortie de leur dernier livre. Aujourd'hui, nous mettons un coup de projecteur sur une nouvelle collection de livres qui est hébergée aux Presses universitaires de France et qui s'intitule Une année dans l'histoire, dont les deux premiers titres paraissent simultanément consacrés aux années 542 et 1619. Cette collection est dirigée par Florian Louis, que les auditrices et les auditeurs de ce podcast connaissent bien, ils ont l'habitude de l'écouter, et j'ai demandé à Florian de nous présenter l'esprit et le but de cette nouvelle collection. On l'écoute tout de suite. Le principe de cette collection, c'est d'aborder l'histoire au prisme d'une année, en n'étant bien sûr pas naïf, entre guillemets, quant au fait qu'une année, comme finalement tout découpage temporel, que ce soit les siècles, les époques, etc., c'est bien sûr un découpage artificiel et un découpage discutable, mais c'est un découpage, un échantillon de temps, on va dire, intéressant. Et donc l'esprit de la collection, c'est de faire entrer le lecteur dans une période ou dans une problématique historique au prisme d'une année, ce qui veut dire que chacun des titres qu'on accueille dans cette collection soit va traiter d'une année, on va dire, convenue, très connue, l'année 1492, l'année 1789 par exemple, et puis va montrer en quoi elle est effectivement importante, ou peut-être elle ne l'est pas autant qu'on peut le penser, ou peut-être encore elle l'est, mais pour d'autres raisons qu'on ne le croit. Et puis, c'est d'ailleurs plutôt là le cas des deux premiers titres, 542 et 1619, on traite aussi d'années qui, comme ça, a priori, quand le lecteur les voit sur l'étal d'une librairie, ne veulent pas forcément signifier quelque chose d'évident, mais on essaie de montrer pourquoi, justement, ces années méritent d'être abordées. Donc voilà un peu ce qu'est l'esprit de la collection, avec l'idée aussi que chacun des titres peut envisager ces années à des échelles différentes, c'est-à-dire qu'on a, avec par exemple 1619, un livre qui traite d'une année dans l'histoire des États-Unis, même si en fait c'est plus large que cela, ça s'inscrit dans le champ de l'histoire atlantique et donc ça déborde largement du cadre des États-Unis. Mais enfin, voilà, on ne s'interdit pas d'avoir dans la collection des titres qui traiteront d'une année dans l'histoire d'un pays, voire d'une région du monde ou d'une région d'un pays. Et puis on a des titres, c'est le cas par exemple du 542 de Sylvain de Stéphane, qui prennent des échelles plus globales. Dans son cas, bon, le bassin méditerranéen dans un sens très large, on aura des titres qui seront à l'échelle globale. Donc, il y a toute une palette aussi de calibrage spatial à partir de laquelle on peut traiter ces années. Et donc, l'idée, c'est qu'à terme, avec toute cette collection qui va se développer, eh bien, on puisse comme ça, en faisant un petit peu, entre guillemets, des carottages temporels, en zoomant sur une année à une échelle, par la compilation, par la complémentarité entre ces titres, on puisse proposer quelque chose comme un voyage, un parcours à saute-mouton, si j'ose dire, d'une année à l'autre dans l'histoire du monde. Donc ça va se construire évidemment touche par touche, étape par étape. On est au tout début du puzzle, mais l'idée c'est qu'à terme, avec toute la collection, lorsqu'elle sera complète, si tant est qu'on puisse dire qu'elle le sera un jour, mais qu'on puisse proposer vraiment un panorama le plus complet possible de l'histoire du monde, avec notamment, on le voit déjà dans les premiers titres, le souci justement d'avoir une approche vraiment mondiale qui ne se concentre pas seulement sur l'histoire de l'Europe ou de l'Occident, mais qui fait la place à toutes les histoires. Voilà, merci donc Florian Louis pour ces quelques mots. Je vais pouvoir accueillir en bonne et due forme notre invitée aujourd'hui, Virginie Adan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en histoire de l'École des hautes études en sciences sociales. Vous êtes maîtresse de conférences en histoire moderne à l'Université de Nantes. Et vous publiez 1619, l'autre naissance des États-Unis, aux éditions des Presses universitaires de France. Il se trouve que j'ai reçu à ce même micro il y a quelques mois une autre historienne spécialiste des États-Unis, Agnès Delahaye, pour son livre consacré au premier temps de la colonisation britannique de l'Amérique. On avait évoqué 3 dates importantes. 1607, qui est l'arrivée des premiers colons anglais et la fondation de Jamestown dans l'état actuel de la Virginie. Ensuite, 1620, le débarquement des pères pèlerins, les Pilgrim Fathers, arrivés à bord du Mayflower. Et enfin, 1630, l'installation des puritains de la Compagnie de la baie du Massachusetts. Donc 1607, 1620, 1630. Et on n'avait pas du tout évoqué la date de 1619. Alors que s'est-il passé là, cette année, dans la région qui nous intéresse ?
Alors effectivement, 1619 est pas dans le canon de ce qu'on appelle communément les mythes fondateurs des États-Unis, qui sont traités donc notamment très très brillamment par Agnès de la Haye dans son livre. Mais justement, 1619 a vocation à dialoguer avec cette date-là d'une certaine manière. Alors l'événement, à vrai dire, c'est tristement classique pour cette époque, c'est que c'est pas tout à fait un événement parce que c'est quelque chose qui arrive de manière, c'est quelque chose qui se déroule de manière fortuite, mais qui est relativement courant. En gros, en 1619, un navire portugais part de Luanda pour aller vers Veracruz, avec à son bord 350 captives et captifs d'origine africaine, voués à être réduits en esclavage, arrivés à Veracruz. Donc ça, c'est tout à fait classique pour l'époque. Ce qu'il se passe, c'est que ce navire de traite est intercepté dans la baie de Campeche, donc un peu au large de Veracruz, dans le golfe du Mexique. Il est intercepté par 2 navires corsaires, le White Lion et le Treasurer, qui sont 2 navires corsaires dont les capitaines sont anglais, mais qui sont armés par qui ont des lettres de marque. Alors pour l'un, des lettres de marque néerlandaises, pour l'autre, des lettres de marque savoyardes, mais qui interceptent donc ce bateau, saisissent une partie de son chargement, si je peux le dire ainsi. Donc, en gros, une 60aine de captives et de captifs sont saisis. Et ensuite, qui font voile vers les territoires britanniques d'Amérique. Et donc, ils arrivent sur les côtes de l'actuelle Virginie. Et ils vendent une vingtaine de ces captives et captifs, alors entre 20 et 30 en réalité, sur ces terres. Et en fait, ce qui est là où ça a fait date par la suite, c'est que c'est la première vente documentée d'esclaves d'origine africaine en Virginie coloniale, et donc ça a été réinvesti comme un récit, une sorte de récit des origines alternatif face à 1620, un récit des origines africains-américains, puisque la Virginie fait partie de ce qui devient les États-Unis, donc on y voit une forme d'origine africaine-américaine des États-Unis. En tout cas, c'est comme ça que ce récit a été reconstruit, tout particulièrement dans une temporalité récente. On devine du coup l'importance que ça peut avoir dans l'histoire des États-Unis. Mais un des intérêts majeurs de votre analyse, c'est d'élargir la focale, de ne pas se concentrer sur ce pays en train de se construire, mais de l'intégrer, cette histoire, dans une histoire globale de la traite transatlantique qui existe depuis 1501. Est-ce qu'on peut rappeler en quelques mots quels étaient les acteurs de cette traite transatlantique en ce début du XVIIe siècle et les circuits classiques depuis l'Afrique de l'Ouest? Oui, et effectivement, c'était un peu un des objectifs de cet ouvrage, c'est que en général, on reproche à cette date de 1619 d'être déjà très 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 états-unienne et d'être étriquée. Or, ce qui est intéressant, c'est que de cet événement, on peut tirer les fils et arriver à toute une diversité d'acteurs. Alors, la tendance à décloisonner ces histoires est de plus en plus marquée et s'incarne dans l'histoire de la traite. Ces acteurs de la traite, effectivement, il y en a beaucoup. Sur le continent africain, déjà, la région où ont été capturés ces individus qui se sont retrouvés en Virginie en 1619, c'est la région de l'Angola actuelle. C'est une région qui est dominée par plusieurs royaumes africains concurrents, donc le Congo, le Ndongo et puis d'autres royaumes plus mineurs, et qui fait l'objet d'une entreprise coloniale de la part du Portugal. Donc voilà, ça c'est pour les acteurs, on va dire, macro en quelque sorte. Et puis donc, si on resserre la focale sur Luanda, eh bien, on sait que ces captives et ces captifs ont probablement été raflés lors de raids qui ont été menés a priori dans le Ndongo par des acteurs africains, des Zimbangala en fait, qui sont des mercenaires rivaux du Ndongo et qui se sont alliés de circonstances avec les colons portugais. Le deuxième groupe d'acteurs, c'est les Portugais, parce que leur économie de traite repose sur un commerce avec la Nouvelle-Espagne, donc l'Empire espagnol, dans le cadre d'une économie contractuelle, donc l'Asiento de Negros, qui est un contrat de monopole qui lie des marchands portugais avec la couronne espagnole pour l'approvisionnement en captives et en captifs qui allaient fournir donc cette main-d'œuvre servile en Nouvelle-Espagne. Donc voilà, tous ces acteurs, c'est à la fois des marchands portugais, des administrateurs portugais qui sont sur place à Luanda, et en même temps des acteurs africains qui participent à cette économie esclavagiste.
Ce qui veut dire qu'on note dès le XVIe siècle la présence de captifs dans les territoires d'Amérique du Nord sous domination espagnole, donc la Nouvelle-Espagne, c'est-à-dire l'actuel Mexique en gros. Et la nouveauté en ce XVe siècle, c'est l'existence de nouveaux acteurs. On l'a dit, les Anglais, mais aussi les Français, les Hollandais, qui vont expliquer de nouvelles rivalités dans la course à ces nouveaux territoires. C'est ça. Et en fait, ça commence même sur les côtes de l'Afrique. Ce qu'on peut noter comme acteur un petit peu nouveau, c'est effectivement qu'il y a des Néerlandais qui commencent à avoir des velléités de s'installer sur les côtes africaines aussi pour se pratiquer ce commerce des esclaves et pour faire pression un petit peu sur les circuits marchands portugais. Donc déjà il y a cette rivalité avec les Provinces-Unies. Donc les Provinces-Unies, c'est les Pays-Bas, les Pays-Bas actuels, et puis c'était les Pays-Bas septentrionaux qui étaient des provinces qui initialement au XVIe siècle dépendaient de la couronne espagnole, qui se sont retournés contre la couronne espagnole, qui ont fait sécession par rapport à la couronne espagnole et qui cultivent une rivalité sur les mers avec la couronne espagnole, une rivalité qui officiellement pas guerrière à cette époque-là, puisqu'on est dans une période de trêve, mais qui repose sur la volonté d'affaiblir autant que faire se peut le géant espagnol qui est vraiment tout puissant à cette époque-là. À ça va s'ajouter un allié des Provinces-Unies, en tout cas à cette date-là, l'Angleterre. Et l'Angleterre qui ne va pas encore tout à fait jusque sur les côtes de l'Afrique à cette époque-là, mais qui cherche aussi à tirer un petit peu son épingle du jeu sur toutes les richesses qui peuvent provenir de ce monde atlantique. Et est-ce qu'on a une idée, est-ce qu'il est possible de donner une estimation sur le nombre d'hommes et de femmes qui ont été installés en Amérique du Nord depuis l'Afrique et les Caraïbes ? Alors, on a des estimations, alors elles sont vouées à changer, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est là aussi sur le travail des historiens et des historiennes, c'est depuis les années 1990 notamment, il y a tout un travail collectif qui a été mené par des historiens britanniques, états-uniens, mais aussi espagnols, mexicains, brésiliens, et venus de certains pays d'Afrique également, portugais aussi, etc., etc. Et donc il y a eu tout ce travail collectif qui a été mené pour mettre en place une base de données, donc qui s'appelle Slave Voyages, que l'on peut trouver en libre accès. Et donc ce travail collectif a permis de recenser minutieusement toutes les données qu'on pouvait trouver, et on aboutit à un chiffre autour de 12,5 millions de personnes qui ont été déportées du continent africain vers les Amériques. 12 millions et demi, tout en partant du principe que c'est une estimation, qu'il y en a peut-être plus, peut-être certains chiffres sont-ils sous-évalués parce qu'il y a eu des pertes en route, mais voilà, c'est à peu près l'estimation qui fait consensus en général. Cette déportation, elle a donc 3 temps. On a parlé du premier temps africain. Le deuxième, c'est la traversée de l'Atlantique, qu'on appelle communément le passage du milieu. Et puis ensuite, on le verra après, le troisième temps, c'est ce qui se passe sur le continent américain. Et donc, vous décrivez cette traversée à bord des bateaux négriers avec des termes évidemment très durs, des conditions éprouvantes. On apprend par exemple que les captifs et les captives étaient enchaînés, entassés pendant 40 à 50 jours que durait la traversée, dans un entrepont d'1,40 m de haut, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas se mettre debout. Et donc, vous montrez le processus de déshumanisation qu'on leur fait subir, réduit à l'état de marchandises. Et certains de ces captifs étaient des femmes. Est-ce qu'il existe des spécificités de genre quant aux conditions de la traversée ? Alors, effectivement, c'est cette description absolument épouvantable de ces trajets, de ce passage du milieu qui dure 2 mois en général, enfin dans le cas où il n'y a pas trop d'accidents en cours de route, c'est quelque chose qui a été décrit notamment par des anciens esclaves au XVIIIe siècle. Et ces récits-là avaient une vocation aussi à montrer l'horreur de la traversée pour montrer le besoin de mettre fin à cette pratique et à cette institution. On est à la fin du XVIIIe siècle, donc c'est ça les récits qu'on a. Et documenter la présence des femmes, c'est un exercice qui est très difficile à faire parce que c'est souvent quelque chose dont on ne parle pas forcément en termes très spécifiques, soit les sources dont on dispose, soit les récits qui en ont été faits. Mais il y a certaines historiennes qui ont entrepris d'essayer de rapiécer un petit peu cette spécificité, notamment l'historienne Jennifer Morgan qui a travaillé là-dessus et qui attire l'attention en fait sur quelque chose qui quelque part touche à la condition féminine la plus basique, c'est qu'en fait les femmes peuvent avoir des enfants
Et que quand on traverse l'Atlantique, il y a aussi cette question qui se pose. Certaines femmes ont été capturées alors qu'elles étaient enceintes et donc sont toujours enceintes pendant la traversée avec toutes les difficultés supplémentaires que ça peut impliquer. Certaines accouchent à bord, doivent allaiter, doivent se poser la question de mettre au monde un enfant dans ces conditions-là. Quel est l'avenir qu'on prépare à un enfant dans ces circonstances-là? Donc il y a cet élément-là, puis il y a l'élément purement de l'hygiène et de la santé pure. C'est-à-dire que quand on accouche déjà au XVIIe siècle, les conditions d'accouchement sont extrêmement mortifères, mais alors dans ce type de circonstances, c'est d'autant plus épouvantable. Dernière chose qui se pose, c'est celle des violences sexuelles, qui sont extrêmement peu documentées, là encore, parce que il faudrait qu'on s'en plaigne pour que ce soit documenté. Et comme on parle de personnes qui ne sont plus considérées comme des personnes, c'est quelque chose qui est très mal documenté. Mais donc, on arrive quand même à recouper, à partir de certaines données, l'existence de ces phénomènes-là qui viennent rendre spécifique, en fait, la trajectoire de ces femmes. On sait en tout cas qu'il y avait au moins une femme parmi les captifs débarqués par les 2 navires corsaires. On n'a pas une estimation précise du nombre, puisque ce qu'on retrouve dans les documents de l'époque, c'est qu'il y avait une vingtaine et quelques. Le et quelques, c'est repris dans les documents de l'époque, de captifs débarqués. Justement, qu'est-ce qu'on sait d'eux? Est-ce qu'on connaît des noms, leurs âges, leur genre? Quelles traces ils ont laissées dans les archives de l'époque? Alors dans les archives de l'époque, on a très peu de choses parce que ce que l'on sait des archives du négrier portugais, c'est qu'il avait 350 alors le terme qu'il utilise est glaçant, il avait 350 pièces à bord, donc voilà, une pièce c'est pas genré, voilà. Et ensuite on a des informations sur la partie anglaise et virginienne. C'est un des administrateurs de Virginie qui s'appelle John Rolfe, qui envoie un courrier à son supérieur en quelque sorte, en fait au gestionnaire de la compagnie de Virginie, où il lui dit ils étaient 20 et quelques, mais il n'en dit pas plus, il ne donne pas de détails. Donc en fait, il dit 20 and odd. Au-delà de ça, l'autre archive dont on dispose, c'est des recensements dans les quelques années qui suivent en Virginie. Et ces recensements vont lister la présence de ce qu'on appelle des servants, servants africains. Donc, qui vont préciser, en réalité, le terme qui est utilisé, c'est Negro Servants. Certains et certaines viennent vraisemblablement de ces 2 navires, mais on ne peut pas le savoir parce que c'est jamais précisé, sauf dans un cas unique. Il y a une femme asservie qui est désignée comme Angelo, parce que à cette époque-là, les prénoms n'étaient pas particulièrement genrés. Et donc, Angelo, a Negro woman, c'est comme ça que c'est désigné, qui était à bord du Treasurer. Et c'est la seule pour laquelle il est explicitement dit qu'elle était à bord du Treasurer. Les autres, en fait, on ne sait pas quelle est leur origine. Ils sont plus nombreux que juste 20 et quelques. Pas beaucoup plus nombreux, mais un petit peu plus. Donc, ce qui permet de dire qu'il y avait d'autres Africains asservis qui sont venus par d'autres canaux que ces deux navires-là. Mais donc voilà, on est un peu soumis à la nécessité de faire des conjectures à ce sujet-là. Sur ce qui a pu être leur destinée. Certaines et certains ont été mis au travail forcé à Jamestown, d'autres un petit peu plus loin. Certaines et certains ont pu être affranchis, d'autres pas. Mais voilà, on ne sait pas qui était explicitement à bord du White Lion et du Treasurer, à part cette personne. Oui, donc on ne peut pas forcément parler de mise en esclavage systématique, alors non, parce que dans ces premières années, c'est une production qui est aussi essentiellement tournée vers le tabac et pas du tout l'image qu'on en a ensuite, c'est-à-dire les plantations de coton dans les colonies les plus au sud. Est-ce que tous ces captifs et captives étaient mis en esclavage ? Alors c'est quelque chose qui a fait couler beaucoup d'encre. Et alors déjà, la première chose, c'est de bien avoir en tête que en 1619, la Virginie existe depuis 1607, puisque vous en avez parlé avec Agnès Delahaye. C'est un territoire qui est en cours d'installation par les Anglais depuis seulement 12 ans, qui vient d'être soumis à une période de conflit très très dur contre les Powhatan. Donc c'est une colonie qui peine à prospérer et qui est largement encore en construction. Donc en fait, ces captifs et captives d'origine africaine vont être mis au travail pour toutes sortes d'activités. Le tabac, mais pas que, en fait. Ils vont faire du travail de construction, du travail domestique, de l'agriculture vivrière aussi, en fait. Toutes sortes de travaux, en fait, qu'ils vont faire. Et c'est la destinée des travailleurs dans ces territoires d'une manière générale. Et qu'on peut, de ce fait, comparer à celle d'autres travailleurs, c'est-à-dire les travailleurs engagés, d'origine européenne. Alors, ces engagés, c'est des travailleurs... En fait, l'engagement...
en anglais on dit indentured servants, c'est un système qui est assimilé un peu au servage, ou qui est dérivé du servage, où en fait il y a la signature d'un contrat par lequel un travailleur est mis au service d'un maître pendant en gros 5 à 7 ans et doit faire tout pour ce maître pendant ces 5 à 7 ans, à l'issue desquels il est libéré. Et donc la question s'est posée de se dire, est-ce que en fait ça n'a pas été le modèle d'asservissement aussi de ces captifs africains, et parce que on a documenté des cas d'Africaines et d'Africains qui ensuite sont libres et vont avoir leur propre ferme, leur propre plantation, vont même avoir des travailleurs asservis à leur service. Donc on a beaucoup mis le projecteur là-dessus pour dire en fait leurs conditions c'était celles d'engagés. Mais ensuite beaucoup d'autres historiens ont posé aussi la question de dire en fait on a connaissance de cela parce qu'ils étaient le cas exceptionnel, mais pour la majorité d'entre eux il n'y a pas eu d'affranchissement. Et donc, il est difficile de dire que c'était complètement assimilable à l'engagement. C'est juste qu'en fait, on est dans un moment, voilà, d'une colonisation qui a 12 ans d'âge, où l'esclavage n'est pas encore codifié dans le droit, et on est en train d'expérimenter, d'avoir des pratiques qui vont petit à petit être formalisées. Elles ne sont pas encore formalisées dans le droit, mais par contre, ce que l'on voit, c'est que ils sont pas désignés que comme servants, on les désigne comme des Negro servants, donc on fait la distinction, et pour la plupart d'entre eux, on n'a pas de traces qu'ils aient été affranchis par la suite. Donc en fait, c'est juste difficile de le percevoir parce qu'on est vraiment dans un moment qui est encore un peu expérimental, quoi. Dans la deuxième partie de votre livre, Virginie Adan, vous abordez la question de la mémoire de cet événement de 1619, et notamment à l'occasion de la commémoration de 2019. On a dit au début que finalement c'était pas un événement majeur puisqu'il a laissé très très peu de traces dans les archives. Est-ce que c'est un événement qui a été oublié et redécouvert récemment, ou est-ce que c'est quelque chose qui est resté comme ça en fond dans toute l'historiographie américaine? Est-ce que au moment où s'installe l'esclavage, puis son abolition, puis la ségrégation, est-ce qu'on fait référence à cet événement, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on a redécouvert vraiment à la fin du XXe siècle? Alors, c'est une très bonne question parce que effectivement, le peu de sources témoignent du fait que c'était quelque part un événement pas si événementiel à cette date-là. Mais par contre, ce qui se passe, c'est que je pense que assez précocement, on en parle de 1619 comme d'un point de départ. On peut le voir dès la fin du 19e siècle. Certains historiens, notamment africains-américains, vont évoquer ça comme le point de départ de l'histoire africaine-américaine. Mais on en fait finalement pas tant de cas que cela. Ça reste plus un événement qui est cité, mais sans en dire beaucoup plus, parce qu'on n'a pas beaucoup plus à en dire, du fait du manque de sources notamment. Et donc, c'est quelque chose qui n'est pas beaucoup plus exploité. Ajoutons à cela que, à partir des années 1970, 80, etc., on s'intéresse beaucoup plus aux Africains-Américains dans l'histoire. Donc, on pourrait se dire c'est le moment où cette date a été pleinement réinvestie. Mais là encore, pas tant que ça, parce que on est dans un moment aussi où on cherche à avoir une histoire beaucoup plus transnationale, beaucoup plus hors frontières. Et on se rend compte que 1619, c'est une date qui est très focus sur les États-Unis et sur des États-Unis anglo-américains, mais qu'il y a d'autres dates qui pourraient être facilement concurrentes de cela. Il y a des esclaves d'origine africaine dans ce qui deviendra les États-Unis bien avant, parce que notamment en Floride, la Floride est espagnole, et il y a la présence d'Africains asservis est attestée en Floride espagnole dès le XVIe siècle. Et par ailleurs, voilà, l'existence de l'esclavage africain dans le monde atlantique, elle est attestée depuis plus d'un siècle. Donc 1619 n'a pas trop grand sens dans cette configuration-là. Donc on connaît la date, mais on la réinvestit pas beaucoup plus parce qu'elle n'est pas très intéressante d'un point de vue scientifique, d'un point de vue historien. Voilà, elle est très états-uno-centrée d'une certaine manière. C'est vraiment autour des années 2010 que la date est réinvestie d'un sens renouvelé, mais pas par les historiens en réalité. Et il y a une phrase que vous écrivez et qui explique en fait l'argumentation de la deuxième partie du livre. Vous écrivez que c'est ainsi que la question de la nature raciale de l'esclavage, qui est en débat dans l'assignation de 1619 comme date charnière. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Le débat qui a longtemps prévalu, c'était celui du statut de ceux qu'on a appelés ensuite les First Africans in Virginia, les premiers Africains. Est-ce qu'ils étaient esclaves ou est-ce que c'était l'équivalent d'engagés européens ? Et avec cela, ça pose une question. Est-ce que l'esclavage tel qu'il existait et était pratiqué en 1619 est le même que celui qu'on peut trouver par exemple dans les années 1830 dans le sud des États-Unis ? Et est-ce qu'on a un continuum complet ? Alors,
dire que ces premiers Africains étaient assimilables à des engagés, je pense que c'est quelque chose qui est de plus en plus battu en brèche, en fait. Hein. On considère, non, vraiment, c'est comme de l'esclavage. Et il y a clairement une distinction qui est bâtie sur un préjugé de couleur. Donc ça, c'est quelque chose qui est identifié de manière assez claire. Par contre, aussi, de plus en plus d'historiennes et d'historiens disent, mais en fait, l'esclavage, c'est une réalité qui a été mouvante dans le temps et dont la définition, dont les contours se sont transformés et ont été transformés au fil du temps, au fil des circonstances, etc. Et en fait, le travail mémoriel qui a été fait autour de 1619 va un peu dans l'autre sens, consiste à dire c'est le début de l'esclavage racial. En fait, c'est ça l'expression qui est utilisée, c'est le point de départ de l'esclavage racial et donc de l'histoire des États-Unis avec le racisme. Et c'est ça qui est mis en avant et c'est pour ça que je parle de ce débat-là. En fait, est-ce que on peut parler d'esclavage racial dès 1619 ? Quelle est la justification de l'asservissement de ces Africains et comment est-ce que cela fonctionne? En fait, c'est ça le débat, le cœur du débat à ce moment-là, en fait. Donc c'est ça le sens de cette expression. Et qui sont justement les promoteurs de ce débat? Parce que certains voudraient faire de 1619 une date fondatrice des États-Unis aussi importante que 1776, la déclaration d'indépendance. Et donc, qui sont les promoteurs de cet objectif? Est-ce que, pour redire les choses, est-ce que ce sont exclusivement des Africains américains? Alors, je sais pas si c'est tant une promotion qu'une commémoration, on va dire. Une commémoration, parce que dans un premier temps, 1619, ça a été un besoin de commémoration dans les années 2010. En fait, c'est qu'on s'approchait des 400 ans donc de l'arrivée de ces premiers Africains, et beaucoup d'acteurs et d'actrices de la société civile y ont vu l'opportunité de restituer ce qui est perçu comme un manque et comme un manque qui est révélateur d'inégalités profondes dans les États-Unis d'aujourd'hui. La mise en avant d'un récit africain-américain des origines est mise au service de cela, est mise au service de faire exister dans un passé lointain aussi ces Africains-américains, quand la plupart des récits des origines sont très eurocentrés en réalité. Hein. Vous les avez évoqués, 1607, 1620, 1630, c'est très eurocentré tout cela. Et donc il y a l'idée que ces discours-là sont finalement des discours plutôt identitaires et des discours qui permettent d'imposer une domination sur la société, société états-unienne d'aujourd'hui. Donc il y a l'idée de promouvoir en fait un récit des origines alternatives, pas forcément à la place d'eux. Pas forcément en opposition, mais voilà, en complément en fait. Mais en complément pour restituer justement la complexité de ce que sont les États-Unis, de ce que sont les origines des États-Unis, qui sont pas un récit univoque. Donc la commémoration en elle-même, elle peut émaner d'acteurs et d'actrices de la vie civile et d'activistes pour les droits civiques, notamment en Virginie et ailleurs. Parce que c'est notamment donc dans la ville de Hampton en Virginie que des acteurs locaux en fait ont dit mais en fait là on a une opportunité de faire une grande commémoration à Hampton pour parler de l'arrivée de ces premiers Africains, alors pas pour la célébrer parce que c'est quand même on parle d'asservissement, mais pour la faire exister. Et donc c'est véritablement cela. Ensuite, cette commémoration a été promue au niveau étatique de Virginie et au niveau fédéral. Et ça, c'est aux abords de 2019. Donc l'idée de mettre 1619 en avant n'était pas forcément articulée à l'idée de la mettre en concurrence avec les autres dates, mais de l'articuler à celle-ci. C'est plutôt à partir du 1619 Project du New York Times que vient cette idée de concurrence. Le 1619 Project, justement, c'est l'événement phare de 2019, qui était le quadricentenaire de 1619. C'était une journaliste du New York Times Magazine, Nicole Hannah Jones, elle-même africaine-américaine et connue pour sa couverture des droits civiques aux États-Unis, qui avait lancé ce vaste projet éditorial. De quoi il s'agissait ? Alors, en fait, voilà, c'est ça. C'est que 2019, c'est une année de commémoration. Clairement, commémoration est déjà planifiée, organisée, elle est prévue en Virginie et dans tous les États des États-Unis, il y a des choses qui sont prévues autour du mois d'août parce que ça correspond à peu près à la date d'arrivée du White Lion et du Treasurer. Et en parallèle de cela, dès janvier 2019, donc cette journaliste du New York Times, Nicole Hannah Jones, qui avait gagné un Pulitzer pour un papier sur lequel elle parlait de l'éducation et des biais raciaux dans l'éducation aux États-Unis. Donc en fait, elle son angle, c'est les droits civiques et c'est le racisme systémique tel qu'il existe aux États-Unis aujourd'hui. Et donc, elle vend l'idée de faire un numéro spécial du New York Times Magazine pour parler, à partir de 1619,
de l'état des États-Unis aujourd'hui et pour recadrer donc l'histoire du pays en fonction des conséquences de l'esclavage, du système esclavagiste qui est né en 1619, dans ces mots en fait, d'une certaine manière. Quelque part, c'est un numéro spécial qui prend comme point de départ 1619, mais un peu comme tout à l'heure on évoquait le fait qu'il y avait peu de choses sur 1619 en elle-même, que c'était vraiment un point de départ. Là, c'est un peu la même chose. 1619 est utilisé comme point de départ, mais pour faire un état des lieux des États-Unis d'aujourd'hui, des inégalités raciales, des violences policières à l'égard des Africains-Américains, mais aussi de choses tout à fait du quotidien. Ah tiens, vous avez du mal à circuler dans telle ou telle ville, c'est un effet du zoning urbain à l'époque de la ségrégation, etc., etc. Et donc en fait, elle veut réinscrire ces inégalités d'aujourd'hui dans un temps long qui aurait 400 ans. En gros, c'est un peu ça son parti pris. Et c'est un numéro spécial qui connaît un succès assez spectaculaire. Alors, histoire de pas être complètement injuste à l'égard de ce numéro, ce que je dis ne parle pratiquement pas de 1619, il y a quand même toute une section du journal, par contre, qui est consacrée à partir des collections du Smithsonian Museum pour vraiment retracer l'histoire des États-Unis avec l'esclavage. Donc voilà, il y a un peu ces deux choses qui sont menées de front. Et donc cette initiative, elle a été déclinée en un site internet dédié, qui est toujours ouvert d'ailleurs. Je l'ai consulté pour la préparation de l'épisode. Un livre pour enfants, des documentaires, des ressources pédagogiques. Comment est-ce que cette discussion a infusé dans le débat public ? Elle a infusé dans le débat public parce que déjà le numéro a eu un succès assez spectaculaire. Il a eu un succès spectaculaire parce que quelque part, ça a été un peu... ouvrir les yeux des États-Unis sur une histoire très longue de l'esclavage. C'est-à-dire qu'en général, quand on parle de l'histoire de l'esclavage, des États-Unis avec l'esclavage dans le débat public, on parle principalement de ce qui se passe autour de la guerre de sécession, et donc on remonte au 19e siècle. Et pour ça que c'est très fort, en fait, le projet qu'elle a eu, c'était de faire un récit des origines, et de dire voilà, ce récit des origines, on parle des pèlerins du Mayflower, et on a ce récit de gens qui sont allés chercher une terre de liberté, en fait, parce que fondamentalement l'histoire du Mayflower, c'est ça, qui est associé en tout cas dans la mise en récit. Et là, elle dit en fait il y a un autre bateau, et c'est pas une terre de liberté qu'ils ont trouvée, c'est une terre d'asservissement. Donc vraiment l'histoire des États-Unis, elle est ambivalente comme cela, et il faut restituer cette ambivalence. Et beaucoup d'États-Uniens et d'États-Uniennes ont vu quelque chose qui résonnait avec leur expérience des États-Unis au moment où ils ont lu ce numéro. Donc il a eu un succès spectaculaire. Il a été sold out, il a été réédité. Et ensuite, effectivement, il a été décliné. Maintenant, il y a tout un écosystème 1619 Project. Et donc, il a infusé dans le débat public parce que il a été critiqué. Ce projet, en fait. Il a été critiqué sur le factuel, assez précocement, à vrai dire, pratiquement... quelques semaines après sa parution, certains historiens ont contacté le New York Times pour dire en fait il y a quand même vraiment des choses qui sont il y a des insuffisances, il y a des erreurs factuelles, et il faudrait les corriger. Et en fait, ça fait écho directement au fait que le propos de Nikole Hannah-Jones, il n'est pas historien au départ, il est politique. Elle utilise vraiment 1619 pour parler d'autre chose, et donc ces historiens trouvaient que c'était inapproprié. Et donc, il y a vraiment la question de la rencontre entre l'histoire et sa valeur dans l'espace public, et le dialogue qu'elle permet dans l'espace public. Donc, certains historiens l'ont critiqué. Donc, on fait une lettre ouverte au New York Times, qui avait été publiée par le rédacteur en charge du New York Times, qui a répondu essentiellement « Non, je ne changerai pas le 1619 Project parce qu'il a sa valeur citoyenne ». Et en réalité, quand bien même ces critiques sont toujours formulées, en fait, la majorité de la profession historienne a plutôt soutenu le 1619 Project parce que a soutenu en fait sa valeur civique. Oui, c'est ça, vous montrez qu'en fait ça a eu le mérite de porter le débat sur la place publique. Et comment est-ce qu'il a été reçu, ce débat, et peut-être récupéré, je ne sais pas, par des politiques ? Parce que 2019, c'était le premier mandat de Trump, donc avec une vie politique déjà polarisée, comment est-ce que ce débat a investi le champ politique ? Oui, disons qu'en fait, voilà, ce qui est intéressant, c'est que dans un premier temps... je pense que en 2019, certaines personnalités plus conservatrices grognaient à l'égard de cette parution du New York Times, mais n'en ont pas fait beaucoup plus grand cas. Là où les choses se sont un peu plus emballées, c'est un an plus tard. Effectivement, on est dans le premier mandat de Trump, et puis un an plus tard,
mai 2020, la mort de George Floyd, qui a été tué par des policiers à Minneapolis, va donner lieu à une résurgence du mouvement Black Lives Matter et à une crise iconoclaste qui a été extrêmement documentée en plus par les réseaux sociaux, donc qui lui a donné une visibilité immédiate. Et pendant cette crise iconoclaste, 1619 fait partie des outils qui ont été mobilisés par les manifestants en fait. Certains avaient des pancartes où ils affichaient 1619 et en retour ceux qui étaient critiques de ce mouvement Black Lives Matter ont mobilisé 1619. Il y a un journaliste conservateur qui a dit on va les appeler les émeutes de 1619. À quoi Nicolas Hannah-Jones a répondu c'est un honneur, merci beaucoup. Et donc voilà, et en fait 1619 s'est retrouvé pris dans cette déferlante à la fois Black Lives Matter et les critiques de l'extrême droite états-unienne contre le mouvement Black Lives Matter, contre l'idée d'un racisme systémique, puisque c'est quand même explicitement le discours qui est porté par le 1619 Project. Et donc il y a eu 1619 est devenu un petit peu le porte-flambeau d'une certaine manière de cette critique du racisme systémique et donc pour l'extrême droite états-unienne c'était un peu un ennemi à abattre en quelque sorte. Et le fait qu'il y ait eu des outils pédagogiques justement qui aient été diffusés dans les écoles et que en fait Nicole Hannah-Jones se soit félicité qu'il y ait des outils pédagogiques dans toutes les écoles, ça a servi d'outil pour le camp Trump notamment, pour dire mais en fait on endoctrine nos enfants et on les endoctrine pour détester le pays et nous on ne veut pas de ça, etc. Et donc ça a été assimilé à toute une idéologie qui a été fustigée par Trump, une idéologie qui a été qualifiée de critical race theory et donc derrière cela en fait il y a eu toute une volonté d'essayer de censurer en fait les contenus liés au 1619 Project. Oui, vous l'évoquez ça dans le livre, cette guerre des récits entre les deux camps. Et vous l'évoquez aussi en parlant des traces physiques, dans l'espace géographique de cette mémoire, et notamment, et on peut peut-être en dire un mot parce que ça c'était très intéressant, sur la guerre des panneaux commémoratifs, puisqu'on apprend que c'est en 1994 que le premier panneau First Africans in Virginia a été installé à Jamestown, mais là aussi en fait il y a des luttes mémorielles qui ont pour objet, qui ont pour moyen d'expression les panneaux. Oui, d'une certaine manière, en fait, 1619 fait partie d'un espace public de parole, on va dire, mais qui va dialoguer avec un espace public qui est très physique. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que pour pleinement saisir, pour pleinement mesurer l'importance de la commémoration de 1619 en 2019, c'est que c'est en Virginie. La Virginie, c'est un État des États-Unis, c'est l'un des premiers États des États-Unis, l'État qui a donné les premiers présidents, etc. C'était un État... Le first state. Voilà, exactement. Le premier, voilà. Voilà. Et c'était aussi un État esclavagiste. Et donc, au moment de la guerre de sécession, c'était en Virginie que se trouvait la capitale confédérée, à Richmond. Et c'est aussi en Virginie qu'ont eu lieu certains des combats les plus importants de la guerre de sécession. Donc pourquoi je dis tout cela ? C'est qu'après la guerre de sécession, on le sait, l'esclavage est aboli aux États-Unis, mais très rapidement, la condition des anciens esclaves ne s'améliore pas vraiment dans ces territoires-là, et même à l'ensemble du pays, puisque une ségrégation est mise en place, des lois de ségrégation viennent brider les droits des Africains américains dans les États sudistes. Mais en parallèle de cela, il y a aussi tout un activisme des anciens confédérés pour continuer à faire exister les valeurs de la Confédération. Dans les outils de cet activisme, il y a aussi occuper l'espace public, le charger de sens. Et donc, il y a le financement de statues, le financement de panneaux commémoratifs dans tous les États-Unis, mais particulièrement en Virginie, avec des panneaux qui vont chanter les louanges de ces héros de la guerre de sécession, de cette cause perdue qui était la cause sudiste. Et donc, vraiment, la Virginie est constellée de ces panneaux-là. Et elle est constellée aussi de statues équestres qui vont montrer ces anciens généraux confédérés, notamment le général Lee, qui a une statue à Charlottesville, dans un des parcs qui est centraux dans la ville. Depuis les années 1970, au moins, des acteurs de la vie civile demandent le retrait de certains de ces panneaux, de certaines de ces statues, etc., etc. Et c'est très difficile à obtenir. Et donc, une autre stratégie, c'est aussi de faire ériger des lieux de mémoire qui disent une autre histoire. Et donc, en 1994, effectivement, un premier panneau est proposé qui s'intitule First Africans in Virginia, qui est érigé à Jamestown
pour rappeler que l'histoire de Jamestown, c'est pas que celle des Anglais et de Pocahontas, c'est aussi celle d'Africains asservis qui se sont retrouvés en Virginie très tôt. Alors, il a été déplacé de Jamestown ensuite à Hampton, parce que entre-temps, on a fait des recherches et on s'est rendu compte que ces Africains ne sont pas arrivés à Jamestown, ils sont arrivés à Hampton. Et puis ensuite, on s'est rendu compte que le langage de ce panneau était un petit peu erroné dans certains des éléments qu'il affichait. Donc on l'a réécrit, et en 2015, on l'a déplacé. Et on a voulu le déplacer à l'endroit qui correspondait probablement le plus au lieu de débarquement de ces Africains. Cet endroit, c'était devenu un parc, et un parc mémorial, et c'était le Jefferson Davis Memorial Park. Jefferson Davis, c'était le président de la Confédération. C'était le chef des sudistes. Donc là, on se retrouve là encore face à un petit problème de langage dans l'espace public. On s'est dit faudrait peut-être décommémorer le parc avant de pouvoir commémorer les Africains qui sont arrivés. Et donc en fait, c'est là qu'en fait on a une bataille mémorielle qui se joue et qui est assez compliquée à mener, parce que face à cela, les personnes qui ont fait financer ces mémoriaux sudistes et confédérés, c'est des gens qui ont beaucoup d'argent, qui sont très puissants, et c'est des associations de descendants des anciens confédérés, et qui financent l'érection de ces monuments, et qui ont aussi des entrées aussi dans les législatures d'État pour essayer de faire en sorte qu'on ne puisse pas décommémorer ces lieux publics. Donc il y a vraiment une véritable bataille mémorielle qui se joue dans l'espace public, avec la question de dire quand un espace public a un effet de sens qui vise à héroïser des gens qui voulaient maintenir l'esclavage, qu'est-ce que ça dit pour la majorité d'Africains américains qui circulent dans ces lieux-là? Qu'est-ce que ça dit de leur appartenance à la communauté citoyenne? Et donc il y a vraiment cette discussion-là qui est en jeu. En épilogue de votre livre, Virginie Adan, vous discutez aussi de la place de cet événement dans l'imaginaire mondial. C'est aussi l'un des buts de cette collection de livres, qui est d'élargir la focale, on l'a dit en introduction. Cet événement a eu assez peu d'écho en France, en tout cas, parce que peut-être aussi qu'on a notre propre histoire avec la colonisation et l'esclavage. Mais à l'heure où les États-Unis dominent culturellement le monde, est-ce que cette histoire, qui au départ pouvait être exclusivement américaine, est-ce qu'elle a été exportée? Qu'en pensent les autres pays colonisateurs? Et surtout, quel retentissement cette affaire en 2019 a eu sur le continent africain? Alors effectivement, c'était une investigation que je voulais mener, parce que je me disais on voit énormément de choses sur ces débats mémoriels aux États-Unis. Est-ce qu'ils ont réussi à s'étendre au-delà des frontières états-uniennes? Alors il y a eu des tentatives. De là à ce que ça marche, pas tant que ça, puisque effectivement, en France, 1619, ça n'évoque pas grand-chose. On a pu entendre parler du fait qu'il y avait des débats autour de 1619 aux États-Unis, tout comme on a entendu parler de critical race theory, par exemple. Mais au-delà de ça, pas beaucoup plus, ce qui explique peut-être d'ailleurs la curiosité pour cet ouvrage, je pense. En Angleterre, au Royaume-Uni, le Royaume-Uni a sa propre histoire aussi, avec l'esclavage, avec son abolition, avec son abolitionnisme, et aussi avec son post-colonialisme. Et donc finalement, 1619 intéresse assez peu finalement au Royaume-Uni. Il y a bien eu une ou deux pancartes 1619 qui ont été brandies au moment des manifestations de l'été 2020, mais pas beaucoup plus que cela. Enfin, il n'y a pas eu d'initiative mémorielle réelle au Royaume-Uni. En France non plus, effectivement, la France a tout un travail formidable mené par la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, qui a sa propre chronologie, qui a ses propres lieux de mémoire, donc pas besoin d'en mobiliser un des États-Unis. Sur le continent africain, alors je me suis d'abord intéressée à est-ce que l'Angola en a parlé? Pas du tout. Voilà. Les endroits où on voit des traces de 1619, il y a deux pays qui en ont parlé, c'est le Ghana et le Bénin. Alors au Bénin, parce qu'il y a ce grand mémorial à Ouidah, qui est la porte du non-retour. Et la porte du non-retour était l'occasion de faire un mémorial transnational de la traite. Et donc il y a eu une tentative d'y greffer 1619, qui est présente si on va sur le site du mémorial, mais qui ne révèle pas forcément la réalité des pratiques à Ouidah. Au Ghana, par contre, il y a eu une tentative en 2019 de faire vraiment de 2019 une année de commémoration. Et cette année de commémoration, c'est intéressant parce qu'en fait, elle s'inscrit moins dans un factuel historique que dans des circuits transatlantiques
de ce qu'on appelle la diaspora africaine, en fait, et des Africains américains qui voient dans un voyage au Ghana une forme de pèlerinage vers leurs origines. Et donc, en fait, ça s'inscrit plus dans une forme de tourisme mémoriel états-unien et caribéen qu'autre chose. Donc, il y a bien eu cela en Afrique, mais sans avoir l'impact que ça a pu avoir aux États-Unis. Et puis même si on doit parler des États-Unis, 1619-2019, ça reste quelque chose de très célébré, mais en réalité, ça ne doit pas occulter la vraie date commémorée sur l'histoire africaine-américaine des États-Unis, qui est le 19 juin, qui est devenue une fête fédérale, qui s'appelle Juneteenth, qui commémore cette fois-ci la fin de l'esclavage aux États-Unis. Merci beaucoup Virginie Adan. Merci. Pour ce tour. Je rappelle le titre de votre livre, 1619, l'autre naissance des États-Unis. On a compris qu'elle était en complément et pas en concurrence. Bien sûr. Aux éditions des Presses universitaires de France. Je signale d'ailleurs que l'esclave, femme dont on connaît le nom, qui s'appelle Angela, fait l'objet d'un chapitre d'un livre que vous publiez simultanément aux éditions Perrin, qui s'appelle Des femmes en Amérique, qui raconte l'histoire des États-Unis à travers les femmes, de Pocahontas à MeToo. Donc une actualité éditoriale très chargée. Oui, plutôt, oui. Je vous remercie d'avoir participé à cette émission et d'ailleurs je signale que vous êtes aussi l'animatrice d'une émission d'histoire qui s'appelle Les Voix de l'Histoire sur une radio nantaise Euradio dans laquelle vous faites comme je fais moi, c'est-à-dire vous recevez des historiennes et des historiens pour parler de leurs derniers livres et aussi disponible en podcast. Tout à fait, exactement. Merci beaucoup Virginie. Je vous remercie. Et quant à vous, chères éditrices et chers auditeurs, je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous bientôt pour le prochain épisode.